Donc, mes chers collègues, je vous propose de poursuivre nos auditions. Les deux premières auditions de cet après-midi sont consacrées aux formes d'engagement civique et militaire proposées actuellement aux jeunes Français. Presque une génération nous sépare désormais de la suppression du service militaire obligatoire. Et donc se posent évidemment des questions sur la participation de notre jeunesse donc, à l'effort national. Comment organiser aujourd'hui celle-ci, non plus tournée vers la défense nationale, mais à la résilience nationale. Cette question est au cœur de la réflexion de la mission parlementaire, la mission d'information que nous menons. Pour nous apporter des éléments de réponse, nous recevons aujourd'hui avec plaisir Madame Béatrice Engrand, présidente de l'Agence du service civique, accompagnée de Monsieur David Knecht, directeur général de la même agence. Madame la Présidente, je vous remercie de votre présence parmi nous et d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et nous attendons de cette audition qu'elle nous permette de faire le point sur la nature actuelle du service civique, sur son fonctionnement, sur les effectifs et les publics concernés, mais aussi sur les perspectives d'avenir et d'évolution, notamment en lien avec la montée de la puissance du service national universel, appelé SNU. Je vous propose de commencer, Madame, par une intervention d'une dizaine de minutes, et ensuite nous poursuivrons nos échanges sous la forme de questions et de réponses. Très bien, merci Monsieur le député, Messieurs les députés, Monsieur le rapporteur. Nous sommes très honorés, le directeur général de l'agence et moi-même, d'avoir été sollicités pour cette audition dans le cadre de la mission d'information sur la résilience nationale. Peut-être qu'on pourrait dire que ce n'est pas complètement intuitif, le lien entre le service civique et la résilience nationale. Pourtant, nous en voyons un directement, de par l'histoire du service civique, et bien sûr un lien qui a été réactivé très fortement depuis le premier confinement de mars 2020, et on pourra, dans un deuxième temps, regarder comment le service civique et les jeunes qui s'engagent en service civique peuvent donc se mobiliser pour répondre, pour soutenir la nation lorsqu'elle est fragilisée, menacée. Mais puisque vous m'y invitez, Monsieur le député, je commencerai par quelques minutes donc d'introduction sur le service civique en général, qui a été créé le 10 mars 2010 et qui a donc maintenant qui a fêté ses 11 ans d'existence, qui avait donc pour objectif, un objectif qui reste d'actualité, de permettre à des jeunes de donner de leur temps pour des causes qui leur tiennent à cœur, de donner du temps dans des missions d'intérêt général de 6 à 12 mois dans 9 domaines. Nous en avons fait voter un 10e récemment par le conseil d'administration, on y reviendra si vous le souhaitez. Et en échange donc de cet engagement dans des missions d'intérêt général qui ont trait à la santé, à l'éducation, à la solidarité, etc., à l'environnement évidemment, en échange de ce temps donné, de cette énergie donnée, les jeunes reçoivent une indemnité qui s'élève aujourd'hui à 580 € par mois par jeune et un tutorat, et ça c'est évidemment très, très important. Ils reçoivent aussi des formations de minimum 3 jours. Dans ces 3 jours est compris donc le PSC1. Donc c'est vraiment, le service civique, c'est vraiment un échange. Il faut comprendre ça comme... il y a une réciprocité assez forte entre un jeune qui donne du temps, de l'énergie et un organisme qui va l'accueillir et l'État qui va évidemment l'indemniser. Nous avons, pour vous donner quelques chiffres, nous avons en fait 80% des organismes d'accueil qui sont des associations, 6% sont des services publics et 12% des collectivités territoriales. Ces chiffres sont assez constants depuis la création du service civique, même si les collectivités territoriales, du fait, on y reviendra, des efforts que nous avons réalisés ces derniers mois, ont tendance à augmenter nettement. Nous avons terminé l'année 2020 avec en stock, si vous me passez cette expression, qui est l'expression consacrée pour le service civique, 132 700 jeunes qui se sont engagés en service civique en 2020, pour 140 000 lesquels en 2019. Il faut savoir que
dans cette année si complexe et si challengeante, si compliquée et difficile pour les jeunes, qui se soient engagés aussi nombreux dans le service civique, c'est évidemment un fait exceptionnel qu'il faut mettre en relation avec leur quête de sens pendant cette période, et le désir sincère de contribuer à apporter une réponse très très concrète aux défis que la France a traversés pendant cette période. Et j'en veux pour preuve les nombreux jeunes que nous avons vus sur le terrain auprès de personnes âgées, dans des collectivités pour faire la promotion des gestes barrières, dans des familles pour aider les familles à assurer une certaine continuité pédagogique pour leurs enfants. Sur l'année 2020, l'âge moyen des volontaires en service civique est de 21 ans. 60% des volontaires sont des femmes, 39% des hommes. Et peut-être sur les profils, pour vous dire que 35% des volontaires effectuent leur service civique juste après le bac. Non, 43% plus exactement. 43% l'effectuent juste après le bac, qui est un chiffre que nous trouvons à l'agence très intéressant, qui montre que pour beaucoup de jeunes, le service civique, c'est une période qu'ils considèrent comme une année de réflexion liée à leur orientation, ce qui explique qu'ils soient si nombreux à effectuer leur service civique juste après le bac. 35% ont bac plus 2 et 22% sont des décrocheurs. Donc ça aussi, je trouve un chiffre très, très intéressant qui montre que le service civique, c'est aussi un tremplin pour des jeunes qui ont rencontré des échecs dans des parcours traditionnels et pour qui l'engagement citoyen constitue une réponse pour se réintégrer et retrouver une place dans la société, voire dans la vie professionnelle. Et je crois que c'est un aspect qui a été bien compris très récemment par le gouvernement, puisque le service civique aura une place tout à fait spécifique dans le contrat d'engagement jeunesse qui a été présenté hier et avant-hier, respectivement, par le président de la République et le Premier ministre. Voilà pour un peu la situation générale du service civique. Je peux partager avec vous aussi les résultats de l'enquête que nous avons menée avec l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, une enquête qui a été menée l'année dernière, dont les données ont été pour l'instant en partie exploitées, mais qui déjà nous disent quelles sont les motivations des jeunes pour entrer en service civique. Donc c'est évidemment le désir de donner du temps, ce désir de s'engager dans l'intérêt général. C'est aussi, il n'y a pas de mauvaise raison pour s'engager, c'est aussi l'indemnité qui peut constituer une motivation. Et enfin, le désir d'acquérir une expérience professionnelle que les jeunes décrivent avec beaucoup de finesse, qui n'est pas une expérience professionnelle qu'on va acquérir dans un job, un premier job ou un premier emploi ou un stage, mais qui est vraiment une expérience professionnelle dans laquelle on va découvrir des thématiques, on va découvrir un environnement et on va pouvoir prendre des initiatives, parce qu'il y a vraiment cette dimension très très forte dans le service civique qui est que le jeune, il est accompagné dans sa structure d'accueil par un tuteur et puis par l'environnement de la structure. Il est accompagné sans relation de subordination. Et nous attendons des structures d'accueil qu'elles permettent aux jeunes de prendre des initiatives pour qu'ils puissent par là même prendre conscience de leurs compétences et gagner aussi, et c'est très important, en confiance en eux. Donc ça, c'est sur les motivations, donc l'orientation, l'intérêt général, l'acquisition de l'expérience professionnelle et bien sûr aussi le revenu. Et au final, ce que nous disent les jeunes, c'est deux choses. Ça, on ne l'invente pas. Ce sont les résultats d'une deuxième enquête très importante pour nous, qui est celle-ci réalisée tous les ans. L'enquête post-service civique, l'enquête de satisfaction réalisée auprès de tous les volontaires. En fait, ce qui nous
disent principalement, c'est 3 choses. J'ai trouvé ma voie, au sens où ça a confirmé ou contredit d'ailleurs un désir d'orientation que j'avais. Deuxièmement, j'ai gagné en confiance en moi. Et troisièmement, la qualité de l'expérience de service civique est directement dépendante de la qualité ou du niveau d'accompagnement par le tuteur. Donc c'est un point très important que nous renforçons et sans doute à l'avenir avec notamment le collectif Mentorat, hein, de renforcer la formation des tuteurs, ce qui supposerait, mais ça c'est de la musique d'avenir, peut-être qu'il y ait davantage de reconnaissance des tuteurs au sein de leur organisme ou par la société en général. Je n'ai pas regardé là, je crois qu'il me reste 2 minutes. Voilà, peut-être de manière très, très générale, ce qu'on peut dire. Ce qui nous semblerait important pour l'avenir, j'ai parlé du renforcement de la formation et de l'accompagnement des tuteurs. Un point important aussi qui nous remonte du terrain, et finalement il n'y a rien de plus essentiel pour construire une politique publique en direction des jeunes que tenir compte de ce qu'ils nous disent. Ce qu'ils nous demandent aussi, c'est que nous développions plus de missions sur le champ environnemental, qui a été la lutte contre le réchauffement climatique est la première grande cause sur laquelle les jeunes se sont prononcés lors d'une consultation citoyenne lancée à l'occasion des 10 ans du service civique. Ce qu'ils attendent aussi, c'est davantage de reconnaissance du service civique dans la vie professionnelle, même si les enquêtes montrent que, notamment avec l'Association nationale des DRH, que 2/3 des recruteurs portent un œil privilégié et favorable sur les CV de jeunes en service civique, les CV de jeunes ayant effectué un service civique, donc c'est plutôt un très bon résultat. Pour autant, les jeunes nous disent plus de reconnaissance par le monde du travail et surtout plus de reconnaissance, et j'ai vu que faisait partie des questions que vous vouliez nous poser, par le monde universitaire et aussi le monde scolaire. Voilà un tableau un peu statique sur la base des résultats de l'année 2020 et quelques propositions de réflexion pour l'avenir. Et puis nous répondrons avec le directeur général volontiers à vos questions sur la manière dont effectivement le service civique s'est mobilisé principalement donc, pendant la crise, et comment il a constitué finalement... il a été partie prenante de cette résilience nationale ces derniers mois. Très bien. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Effectivement, le nombre assez important de jeunes encore engagés en 2020, alors que les conditions étaient extrêmement compliquées, démontre d'abord peut-être un état d'esprit qu'il faut mettre en avant. Je pense que c'est nécessaire. Moi, j'avais une première question. Existe-t-il une sorte enfin, finalement, avez-vous un retour, puisque ça fait 11 ans que ça existe, avez-vous un retour sur le devenir des jeunes qui sont passés par le service civique? Est-ce qu'il existe une forme d'alumni, voilà, une sorte de cadre qui fédère encore ces jeunes-là qui aujourd'hui sont dans le monde professionnel, et savoir s'ils sont, voilà, enfin, à quel pourcentage ou à quel degré engagés également dans des missions d'intérêt public ou ce genre de choses. Alors, parmi les désirs des jeunes récurrents, c'est effectivement qu'il y ait une meilleure animation, une animation même systématique de la communauté des volontaires lorsqu'ils sont en mission et après. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment avec la création d'abord d'un réseau de jeunes ambassadeurs, la proposition de séminaires, etc. Et puis dans un deuxième temps, 2022, la création d'une communauté des alumni. Le retour que nous avons grâce à cette étude réalisée avec l'INJEP, c'est que 2/3 des jeunes en service civique qui ont effectué un service civique sont 6 mois après leur service civique soit en emploi pour 33%, soit en formation pour 34%. Donc, je trouve que sur la durabilité, sur l'impact de cette politique publique, c'est plutôt très, très rassurant. Et un bon quart déclare continuer à s'engager de manière bénévole, ce qui est plus étonnant. Enfin, je ne sais pas si c'est étonnant, mais un point à souligner, c'est qu'ils disent qu'ils ne s'engagent pas dans l'association ou la structure dans laquelle ils ont effectué leur service civique. Ça paraît peut-être paradoxal, mais quand on parle avec eux,
on comprend en même temps que, puisqu'ils ont eu pendant 6, 8 mois, 10 mois parfois, une casquette service civique dans un organisme, ça a éveillé leur intérêt pour le bénévolat, mais ils préfèrent ensuite continuer ailleurs dans un environnement où ils n'ont pas été connus comme service civique. Et en fait, ça se comprend assez bien si les jeunes nous l'expliquent. En revanche, sur le lien direct entre, par exemple, les services civiques et les réserves, les différentes réserves, malheureusement, on ne dispose pas encore des éléments. C'est des choses qu'on doit développer par des rapprochements entre différents systèmes d'information, ce qui est assez compliqué techniquement, parce que c'est des développements qui n'ont pas été pensés en amont, donc il faut rattraper maintenant, et ça a un coût. Ce qu'on peut dire, c'est que sur la réserve civique jeveuxaider.gouv.fr, d'après les chiffres, il y a plus de 50 000 jeunes qui ont déclaré avoir effectué un service civique sur à peu près 300 000 inscrits. Donc, c'est plutôt un très, très bon résultat. Pendant le premier et le deuxième confinement, nous avons fortement incité les jeunes à, en plus de leur mission de service civique quand elle n'était pas complètement à l'arrêt, ça c'était à peu près un tiers des missions qui étaient complètement à l'arrêt, les autres ont continué, soit en présentiel, soit en télémission, télétravail. On a fortement incité les jeunes à s'inscrire aussi sur cette réserve civique, jeveuxaider.gouv.fr, et bon, les statistiques ont montré qu'elle a effectivement, qu'elle a enregistré beaucoup de candidatures de jeunes en service civique. Voilà, tu voulais compléter, David, je crois. Si vous me permettez. Oui. Oui, juste peut-être juste sur un point sur ce qu'évoquait Madame la Présidente concernant le taux d'engagement, notamment dans le bénévolat après le service civique. Simplement souligner que ce taux peut paraître, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, mais il peut paraître assez faible. Mais en réalité, c'est un taux 6 mois après la mission de service civique seulement. Et donc, justement, dans la situation où les jeunes sont, pour les deux bons tiers d'entre eux, soit en études ou en formation, soit en emploi. Donc en réalité, on ne connaît pas ensuite, malheureusement, le taux de réengagement, en quelque sorte, des anciens volontaires en service civique 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans plus tard. Mais 6 mois après, c'est déjà un taux, je pense que c'est aussi les conclusions de l'INJEP, un taux important. Et puis, pour préciser, voilà, sur la réserve, pour confirmer en tout cas que sur la réserve civique, donc qui a été non pas créée, mais en fait très fortement redéclenchée au moment du premier et du plus profond confinement qu'on ait connu en 2020, le transfert en quelque sorte des jeunes en service civique, toujours en service civique, dans le contrat avait été maintenu. Ça, c'était aussi une mesure très forte et très importante qui avait été prise et qui d'ailleurs a sans doute facilité ce transfert. Ce transfert a été véritablement massif en fait, parce que on arrive à des taux presque. Et pourtant, nous avions sur le système d'information spécifique sur le site de la réserve civique demandé et obtenu qu'il y ait une mention, une case à cocher en disant je suis en service civique et je m'engage dans la réserve civique. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est une quasi-équivalence entre le nombre. Alors, peut-être qu'il y a des marges d'erreur, peut-être qu'il y a des confusions, etc. Même si, à mon avis, c'était assez difficile de confondre. On arrive à un nombre quasi équivalent de jeunes qui se sont engagés dans cette réserve civique au moment où elle a été très fortement mise en avant, à part le site jeveuxaider.fr, et le nombre de jeunes en service civique en mission. Donc c'est véritablement, c'est véritablement une mobilisation massive à laquelle on a assisté. Qui s'explique, David y a fait allusion, ce qui s'explique aussi par un choix que nous avons fait, à la fois philosophique et budgétaire. Quand je dis nous, c'est bien sûr l'agence, mais en accord avec sa tutelle et avec le ministre en charge, les ministres en charge, c'est que nous avons décidé de sécuriser les parcours des jeunes et donc de maintenir l'indemnité de service civique, quelle que soit la situation des jeunes, qu'ils puissent plus du tout pratiquer leur mission de service civique, qu'ils soient plus ou moins à mi-temps. La décision, et on en a eu l'intuition, mais vraiment dès le
premier jour ou deuxième jour du confinement, c'est de dire il faut sécuriser les jeunes pour qu'ils gardent d'abord un sentiment de fidélité par rapport au service civique. On a eu aussi l'intuition que cette crise allait générer très rapidement de la précarité dans la jeunesse et on s'est dit on ne va pas rajouter de l'angoisse et de la précarité à des jeunes qui avaient fait le choix de service civique et qui vont être victimes de confinement, d'une situation qu'ils n'ont pas choisie. Et ça, je pense que c'était vraiment une très bonne décision parce que comme on a garanti, on a donné de la sécurité, maintenir le contrat, ça veut dire maintenir l'indemnité, ça les a rendus plus disponibles à la fois en temps, mais aussi dans leur esprit et dans leur tête pour donner de leur temps sur la réserve civique, mais aussi, on le sait, tout à fait comme bénévoles spontanés auprès de la Croix-Rouge ou dans leur cage d'escalier. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Alors, vous avez questionné au début sur le lien entre service civique et résilience. Alors, pour vous dire un mot sur la mission, nous, notre mission, on cherche à évaluer les capacités à notre pays à faire face à un choc important, donc à résister dans un premier temps et puis à retrouver un fonctionnement nominal. Alors le lien entre service public et résilience, c'est tout simplement parce qu'on pense que quelqu'un qui s'engage volontairement dans une démarche de service civique, déjà il exprime une volonté à titre personnel et je pense que la résilience, ça repose déjà en bonne partie sur une volonté et il exprime aussi potentiellement la volonté d'adhérer à un projet collectif. Et l'adhésion à un projet collectif, ça rend globalement plus résilient. Et pour le pays, la résilience repose aussi sur la capacité, au-delà des moyens hyper sophistiqués, de reposer sur une masse de volontaires, sur des bras. Et le service civique, nous semble-t-il, peut-être constituer un vivier. En tout cas, c'est l'objet des questions que je vous poserai, que je vais maintenant m'attacher à vous poser. En tout cas, avant d'avancer sur ces questions, peut-être pour mieux connaître le dispositif et l'agence d'une manière plus générale, vous avez beaucoup parlé de la motivation des demandeurs. Est-ce que vous pourriez nous donner le point de vue des offreurs ? Donc j'ai vu sur votre site qu'il y avait notamment des collectivités, des associations. Quels sont les prérequis pour eux? Doivent-ils fournir de l'encadrement? Ont-ils une part de financement? Comment se passe le tutorat? Et j'ai vu également qu'il y avait certaines offres à l'étranger. Donc simplement en quelques minutes nous faire part, on va dire, de la situation côté offreur, nous dire comment se passe la mise en relation avec les demandeurs. Est-ce que c'est uniquement à travers du site internet ou est-ce qu'il y a d'autres canaux de mise en relation? D'ailleurs, est-ce que l'offreur, des fois, peut venir avec des candidats qui repèrent? Si, par exemple, un maire propose une mission, est-ce qu'il peut proposer directement aux jeunes de sa commune de faire partie de cette mission? Et puis peut-être nous dire également un mot sur la durée moyenne des missions. Merci. Pardon. Ce que le jeune doit apporter, lui, c'est de l'énergie, du désir, de la motivation et une capacité à respecter le cadre. Ça, c'est un prérequis. Ce que nous attendons des structures d'accueil ou des organismes d'accueil, c'est qu'ils mettent à disposition un tuteur, une tutrice, qui a deux fonctions pour... Voilà, qu'on pourrait présenter de la sorte. La première, c'est d'accompagner le jeune dans l'accomplissement de ses missions, des choses qu'il a à faire dans le service civique, en lui laissant une marge de prise d'initiative, comme je le disais tout à l'heure. Et deuxième tâche, mission importante pour le tuteur, c'est notamment sur les derniers mois, d'aider le jeune à définir son projet d'avenir. Justement parce ce qu'on vise pour le service civique, c'est une sortie positive qui n'est pas forcément l'emploi, même si dans un pays où le taux de chômage des jeunes reste important malgré les bons résultats récents. La sortie positive, c'est aussi bien sûr l'emploi. Il faut rappeler que le service civique, ça a été créé pour soutenir l'engagement des jeunes. C'est une politique de jeunesse, c'est pas une politique de l'emploi. Néanmoins, le tuteur, il a cette deuxième responsabilité importante d'aider le jeune dans son projet d'avenir. Ça passe notamment par l'accompagnement du jeune à mettre un mot, à évaluer les compétences qu'il a développées et acquises pendant le service civique et l'agence, dans les formations qu'elle dispense ou fait dispenser aux organismes d'accueil, propose des outils à cet effet et ça, c'est très important.
en théorie, l'organisme d'accueil ne doit pas avoir d'exigences, de prérequis sur des compétences au sens d'expertise, de gestes professionnels ou de diplôme. Vraiment, ce qui figure dans le Code du service national, c'est que c'est un recrutement sur la base de la motivation du jeune, une rencontre entre un organisme d'accueil, une mission, une thématique, et un jeune qui voudrait apporter une plus-value. J'ai dit 2020, 132 700 jeunes, près de 141 000 en 2019. Donc, on ne peut pas exclure à la marge qu'il y ait une sélection sur profil ou quelqu'un dans une municipalité qui a été repérée et à qui on donne le statut de service civique. Mais c'est plutôt des pratiques à proscrire. Sur le plan financier, j'ai parlé tout à l'heure d'une indemnité de 580 € par mois par jeune. Elle se décompose de la sorte: 473 € financés par l'État, 107 € financés par l'organisme d'accueil, qu'il soit privé, associatif ou public. Et à l'indemnité de 473 €, l'État ajoute un financement de 100 € par mois par jeune pour la structure, des frais pour compenser des frais d'ingénierie ou de tutorat, plus... Pardon ? Pour les structures qui accueillent les jeunes en direct, oui, les cas de l'intermédiation étant particuliers. J'ai un trou de mémoire tout d'un coup. OSBL, ça veut dire objet... Voilà, sans but lucratif, absolument. Ça ne vaut pas pour les services publics et les collectivités. Donc... 100 € par mois par jeune financé par l'État, et le financement par l'État aussi, donc sur le budget de l'agence, de la formation civique et citoyenne. Donc c'est à peu près, si vous comptez quelques charges, etc., par mois pour l'État, et partant sur le budget de l'agence, c'est à peu près, un jeune en service civique coûte 800 € par mois, ce que nous percevons plutôt comme un investissement pour la nation, pour la résilience de la nation, pour la cohésion nationale, plutôt qu'un coût. Est-ce que tu veux apporter, bien sûr, David ? Juste pour préciser sur le site, parce que vous l'avez évoqué, en fait, sur les manières de passer les annonces de services civiques de manière très très concrète, en fait, les organismes d'accueil dont parlait la présidente ont l'obligation de passer par notre site internet pour qu'il y ait un site de rencontre, de matching entre l'offre et la demande. Donc en fait, c'est un peu comme pourraient fonctionner des sites tels que ceux de Pôle emploi ou autres. Donc en fait, ils publient obligatoirement leurs annonces de mission avec à chaque fois un nombre de postes déterminé qui peut aller de 1 à parfois des dizaines, voire des centaines sur notre site. Ils peuvent et ensuite le rapprochement se fait. Les jeunes vont postuler sur une ou plusieurs de ces sur un ou plusieurs de ces postes, avec la possibilité pour les organismes néanmoins en complément et pas en substitution de publier assez librement aussi leurs offres de mission par d'autres canaux. Voire même de faire connaître leur mission dans des universités, dans des écoles, dans des clubs sportifs, dans des associations fréquentées par les jeunes. Mais c'est vrai que la condition initiale, c'est de publier sur notre site pour qu'on ait une vision extrêmement claire des flux, de ceux qui publient et de ceux qui recherchent, et du nombre de candidatures. Ce qui nous permet de piloter, évidemment, parce que nous agissons aussi en fonction d'une cible qui est adossée à un budget en cours de discussion aujourd'hui dans le PLF. Ok, alors 3 questions complémentaires pour bien vous connaître. La première, vous n'avez pas répondu sur la durée moyenne de la mission. J'en profite pour poser toutes les questions. Deuxième question concernant le financement. Donc, si j'ai bien compris, c'est 107 € par mois par organisme. Et comme il y a 100 € financés par l'État, on peut dire que pour la plupart des organismes, il y a un coût net quasiment nul, si j'ai bien compris. Et enfin, dans cette question financière, j'aimerais connaître le budget de l'agence pour juste avoir un ordre d'idée finalement, en fonction de la durée moyenne de mission, du coût par jeune, d'une certaine manière. Voilà. Et dernière chose qui a éveillé mon attention, vous avez parlé du code du service national. En quoi, pour le fonctionnement de l'agence, vous avez besoin de vous référer au code du service national ? Alors, je vous prie de m'excuser pour l'oubli sur la question sur la durée. Donc,
Aujourd'hui, une durée moyenne de mission, c'est 8 mois. C'est ce à quoi correspondent. Enfin, c'est ce que nous permet de financer le budget. Il y a quelques exceptions pour les jeunes en situation de handicap, parce qu'il faut savoir que, bon, évidemment, le service civique est ouvert aux jeunes en situation de handicap. Il y a même une dérogation pour ces publics qui peuvent effectuer leur service civique jusqu'à 30 ans, quand le service civique, pour des jeunes valide peut être effectué jusqu'à 25 ans. Donc, en moyenne, 8 mois, quelques dérogations pour certains publics ou pour les missions à l'international. On peut considérer que le coût est nul, mais il est vrai que nous attendons aussi des organismes qui investissent un peu dans ces jeunes. C'est-à-dire qu'en plus des 3 jours de formation financés par l'agence, ils proposent aux jeunes d'assister ou de participer à d'autres formations. Ils peuvent aussi financer des déplacements. J'entendais parler l'autre jour d'un organisme engagé dans la vie étudiante qui a envoyé sa cohorte de service civique à la COP26, par exemple. C'est pas l'OFAGE, c'est pas l'agence du service civique qui a financé. Donc, c'est aussi ça que nous attendons des associations, avec, évidemment, je voudrais être très, très prudente là-dessus, parce qu'on a une vie associative en ce moment qui a été très fragilisée par la crise Covid, et donc avec des moyens en diminution. Donc, on peut considérer que le coût est nul. Pour les organismes publics, il y a une dépense, puisque l'État ne finance pas, ou l'agence ne finance pas les 100 € par mois par jeune. Et sur le budget, David, je te laisse sur la répartition des recettes et des dépenses. Oui, alors pour donner les derniers chiffres 2020, en fait, on était sur un budget avec en gros de 500 millions d'euros pour l'agence. Donc un budget qui va connaître en 2021 une très forte augmentation dans le cadre de la montée en charge du plan Un jeune, une solution, même s'il n'est pas définitivement exécuté, évidemment. Peut-être pour être précis sur ce que coûte un service civique, c'est ce qu'a indiqué la présidente. En fait, pour être encore plus précis que ne l'a été la présidente, c'est 800, en fait, en moyennant tout, c'est-à-dire en moyennant complètement à la fois les indemnités des jeunes, en effet le soutien aux organismes sans but lucratif, donc essentiellement les associations qui accueillent des jeunes, en moyennant aussi, en comprenant dans l'ensemble notre financement de la formation civique et citoyenne, notre financement de la formation des tuteurs également, puisque c'est aussi une prestation qu'on fournit. On est sur 800, enfin un mois jeune, parce que c'est notre unité de compte, c'est 830 pour être très précis, 830 €. Et par conséquent, on est sur une mission, quand elle dure 8 mois, qui est la moyenne également, de l'ordre de 6 600 € en tout. Il y a juste un point que je ne comprends pas. Dans les grands chiffres, mais c'est quand je fais, grosso modo, je me dis ça coûte 500 millions d'euros par an et il y a 200 000 jeunes, et je fais 500 millions d'euros divisé par 200 000 jeunes, et ça fait 2 500 €. Et j'essaie de faire matcher la durée avec le coût, et je ne retombe pas dans les grandes masses. Et juste 2 dernières questions. Vous n'avez pas répondu à ma question sur le code du service national, mais je vous en prie, je vous ai tellement bombardé de questions, pas de problème. Et savoir s'il y a une notion également de taux d'échec, avec des fois le matching qui ne se passe pas forcément bien. Ça serait tout à fait normal que il y a un taux d'échec lors de la rencontre entre l'offreur et le demandeur. Merci. Pardon, on reste sur le budget. Peut-être, David, je te laisse finir sur le budget, puis je reviens. Oui, comme ça pour expliquer la règle de 3. Donc alors les choses sont en fait malheureusement beaucoup plus compliquées que alors je pourrais tout à fait, enfin il n'y a aucun sujet, on peut vous apporter toute précision, ce qu'en fait entre dans l'équation en fait et beaucoup d'éléments, la forte saisonnalité du service civique, le fait que presque les 3/4 des missions débutent entre septembre et décembre, ce qui a des impacts en effet report selon qu'on est sur une tendance haussière ou baissière en nombre de volontaires différentes. Et également la trésorerie de l'agence
qui, en règle générale, est quand même de plusieurs dizaines de millions d'euros, voire plus, par exemple, actuellement, puisqu'on est dans une phase de fort développement. Donc je suis tout à votre disposition, si vous le souhaitez, pour vous préciser, en tout cas, pour vous préciser l'articulation entre les budgets annuels de l'agence proprement dite, qui a également des crédits de fonctionnement, qui a plusieurs dizaines de millions d'euros de crédits de fonctionnement, communication, RH, etc., et le coût. Mais les 6 600 euros que je vous indiquais tout à l'heure, c'est, et sur une base budgétaire, constatée et moyennisée, véritablement le coût qu'entraîne un service civique. Après, voilà, les choses sont complexes parce que les recrutements ont lieu, on va dire, beaucoup sur les 4 derniers mois de l'année. Mais pour un exercice budgétaire donné, finalement, on doit financer en gros 4-5 mois de mission ayant débuté l'année précédente. Donc les choses sont assez compliquées, mais en tout cas la valeur brute de 6 600 euros que je vous indiquais est bonne. Juste pour réagir, en fait, moi je trouve vraiment le dispositif très bien, et je cherche juste à bien comprendre les grandes masses et à comparer par rapport à d'autres dispositifs. Vous voyez, par exemple, quand on parle du coût du SNU qui est de l'ordre de 2 000 euros par jeune, j'essaye de me dire, est-ce qu'il est préférable pour 2 000 euros d'avoir 3 mois de service public ou 15 jours de SNU, sachant que ça ne produit pas tout à fait la même chose. Voilà, c'est pour ça que j'essaie d'avoir les grandes masses des coûts. Et pour terminer, peut-être la question du taux d'échec et du code du service national avant de passer au sujet de résilience. Pourquoi le code du service national? Parce que c'est dans ce code qu'a été inscrit la loi en 2010, en fait, la loi portant création au service civique, et qu'à chaque fois que cette loi a été complétée, donc en 2015 par exemple, où il a été décidé que les services publics et les collectivités territoriales pouvaient être éligibles au service civique. En 2015, il a aussi été décidé de mettre en place cette dérogation dont je parlais tout à l'heure pour les jeunes en situation de handicap, donc pour eux jusqu'à 30 ans. En 2017, la loi 2010 a aussi, et donc de 2015 a aussi été amendée, où il a par exemple été décidé quelque chose de très important, pas toujours mis en œuvre, mais essentiel, qui dit que les jeunes en service civique ont les mêmes droits que les étudiants, c'est-à-dire accès à des réductions dans les transports ou dans l'offre culturelle. Donc en fait, c'est des lois qui sont adossées au code du service national, et ça correspond à la volonté politique de l'époque. Et sur le taux de rupture, voilà. Si tu veux répondre comme ça. Voilà. Quelques éléments sur le taux de rupture. Donc, en fait, les dernières données connues, mais sont relativement fiables, parce qu'elles concernent 2019, qui est sans doute la dernière année la plus stable. 20% des missions se sont terminées de manière anticipée. 20% des missions de service civique sont terminées de manière anticipée. Mais en réalité, on fait le départ très nettement entre les ruptures, ce qu'on appelle les ruptures positives et les ruptures négatives. Et en fait, derrière ces 20% de missions se cache une majorité de ruptures qu'on qualifie de positives. Par exemple, une embauche en CDD ou CDI ou une reprise d'études qui en représentait 40% de ces 20%. Après, dans la gradation, on peut ajouter un commun accord entre les parties pour 31%. Et finalement, les abandons de poste ne représentent au sein des 20% que 18%. Mais, donc voilà, on reste sur une majorité de ruptures qui ne traduisent pas, en gros, pour faire simple, un problème, une difficulté grave pendant la mission. Et même, j'ai insisté tout à l'heure sur le fait que le service civique, c'est une relation entre un organisme d'accueil et un jeune ou des jeunes. C'est aussi une relation entre un jeune, des jeunes et un tuteur. Et donc, ça fait partie des relations humaines que d'avoir parfois des déceptions ou des malentendus. Et évidemment, si tout fonctionnait à 100%, ce serait évidemment pas crédible. Juste peut-être bien souligner l'importance de cette durée de mission de 8 mois, qui nous semble être le levier pour avoir un impact positif sur le parcours des jeunes. Parce que vous compariez aux 2 semaines du SNU, le séjour de cohésion,
il me semble bien pensé et 2 semaines sont tout à fait justifiées, mais il est normal que ça coûte moins cher, forcément. Mais si on fait si on fait le ratio, je pense que de nombre de jeunes, de temps passé, d'impact sur le parcours, je crois qu'on peut dire que le service civique, c'est comme je l'ai entendu tout à l'heure, c'est plutôt un investissement en fait. Hein. Et j'aime bien rappeler aussi le fait que depuis donc 11 ans maintenant, ce sont plus de 537 000. Maintenant, on doit être à 544. J'ai vu hier effectivement la fiche de pilotage. 544 000 jeunes qui ont fait un service civique depuis 11 ans, d'où l'urgence d'ailleurs de progresser sur l'alumni. Donc vous voyez, on peut dire que on peut quand même s'appuyer en France sur une vraie cohorte de jeunes qui ont été sensibilisés à l'intérêt général et qui donc d'ailleurs contribuent à la résilience nationale. Et j'ai rencontré récemment Jean Tirole dans le cadre de l'Institut de l'engagement, qui est une association qui a été créée par Martin Hirsch. Et il me faisait un peu parler du service civique. Et quand je lui ai donné ce chiffre-là, il m'a dit vous êtes à un seuil où on peut dire qu'une politique publique a de l'impact. Et je trouve que c'est vraiment important. Ce service civique, c'est un investissement dans une personne, mais la dimension de cohorte, de groupe collectif, d'où l'idée de continuer, de sécuriser la montée en charge, c'est essentiel parce que cet effet masse, au sens positif, contribue aussi à la réussite et à l'impact du service civique par ce sentiment d'appartenance, par le ruissellement ou la diffusion de valeurs, mais aussi de gestes, parce qu'il y a autant de jeunes en service civique que de jeunes qui ont été formés aux premiers secours, etc. Justement, votre dernière remarque, dans le sens de la question que je souhaitais vous poser, puisque vous évoquiez cette cohorte, cette masse aussi de jeunes, vous avez dit 740 000 en tout depuis le départ. 544 000 depuis mars 2010, sachant qu'en 2010, il y avait 6 000 jeunes. Ouais. Donc, c'est une montée en charge très forte. Juste pour aller peut-être sur le point de notre mission et la résilience, en fait, et puisque vous évoquez la formation au premier secours, est-ce que ce sont des choses qui sont systématiquement proposées? D'accord. La formation au premier secours est obligatoire. Elle est obligatoire, d'accord, très bien. Et non, ma question, c'est juste savoir, c'est comment mobiliser justement, mais vous avez répondu tout à l'heure, et c'était aussi l'objet de ma première question tout à l'heure, sur cette masse de jeunes, moins jeunes aujourd'hui, mais toujours jeunes quand même. Comment faire en sorte, comment on pourrait se projeter pour essayer de les mobiliser en cas de nécessité, parce qu'on sait qu'ils ont le sens de l'engagement, justement, hein, et comment vous voyez cette possibilité-là de se dire, c'est une réserve. Alors, il existe déjà des dispositifs, on va dire, officiels, mais en cas de grave crise, si à un moment donné, on est face à quelque chose qui est inédit, qui nous surprend tous, est-ce qu'il est possible, ou quels seraient les moyens à mettre en place pour pouvoir mobiliser justement cette masse de personnes qui seraient au service de chacun? Alors, c'est une question qu'on s'est posée, et moi-même avec beaucoup d'insistance pendant la crise, parce que j'avais cette intuition aussi forte que notre groupe de service civique, si je regarde combien de jeunes nous étaient engagés en mars 2020, c'était 55 000, donc c'était considérable. Ce qu'on a essayé de faire, en fait, on a vite constaté que la loi et le Code du service national ne nous permettaient pas de faire basculer ce que nous ont demandé certains organismes, hein, de les faire basculer sans protection dans des missions d'urgence. Bon, donc ce qu'on a fait, c'est une très grosse promotion de la réserve civique avec un certain succès. On a aussi encouragé des transferts de France Service Fichier, on n'a pas le droit de le faire, mais on a informé des jeunes que certains organismes, lorsqu'ils étaient plus ou moins en arrêt, que d'autres organismes pouvaient avoir besoin d'eux, et on a encouragé évidemment, pour sécuriser tout ça, des conventions tripartites entre différents organismes. Ça a été un peu laborieux au sens où ça n'a pas été immédiat. Alors, c'est un point justement sur lequel on veut progresser.
et on est en discussion avec la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, notre tutelle, hein, pour faire en sorte de trouver un mécanisme qui puisse, de manière rapide et protectrice, hein, faire basculer des missions de service civique en cours dans des missions d'urgence. Il faut savoir que dans le Code du service national, toujours lui, il y a 10 domaines de mission, 9 autrefois, maintenant 10, parce qu'on y a rajouté la thématique Europe. Et parmi ces missions, il y a intervention d'urgence. Donc déjà, on a cette possibilité. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est faire figurer dans le contrat que le jeune signe, faire figurer une clause ou une coche, en fait, qui formalise leur accord a priori d'être basculé sur la base du volontariat. En tout cas, c'est notre position. En tout cas, leur accord a priori de basculer, s'ils le souhaitent, en cas de situation d'urgence, dans des missions type mission humanitaire. Ce que nous dit notre tutelle, évidemment à juste titre, c'est qu'il faut modifier substantiellement les termes du contrat de service civique, donc qu'il faut l'encadrer, et selon la tutelle, donc ça suppose une modification législative. Pourquoi? Pour 2 raisons. D'abord, pour préciser le contexte. Quelle est cette crise? Qui déclare cette crise? Bon, ça doit être, peut-être c'est assez simple, mais il faut quand même que ce soit précisé par le législateur. Donc, dans quel cas activer cette fameuse bascule qui serait prévue a priori dans le contrat que le jeune signe? Quelle est la nature de cette crise et qui la déclare? Et la deuxième nécessité, le deuxième paramètre, c'est évidemment que les jeunes doivent consentir de manière éclairée à cette modification de leur mission. Donc il semblerait que ce à quoi on avait peut-être pensé de manière un peu simple ou intuitive, c'est la fameuse coche. Il semble que ce ne soit pas suffisant. Donc en fait, il faudrait une clause type précisant le dispositif légal qui serait donc inséré au contrat des volontaires. Ce ne sont pas des sujets qui sont insurmontables, mais qui demandent un vecteur législatif, et ce qui n'a pas été possible de faire pour l'instant. Si vous pouvez couper. Mais, oui, donc effectivement, j'aimerais rebondir là-dessus. Maintenant qu'on rentre vraiment sur la partie résilience en tant que telle, la vision quand même qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on a une profusion d'initiatives qui nuit gravement, à mon sens, à la lisibilité, à la fois pour les jeunes et pour les offreurs. Enfin, moi-même, je suis totalement perdu d'une certaine manière. Pourtant, on fait partie des députés qui ont un peu étudié le sujet. Je crois qu'on peut comptabiliser au moins 5 ou 6 types de réserves. Militaires, sanitaires, citoyennes, civiques. Les collectivités territoriales peuvent mettre des réserves aussi à leur niveau. Donc, comment on veut que les jeunes s'y retrouvent et créent des parcours? Et ce n'est pas envers vous que je dis ça, hein, c'est aussi vis-à-vis du législateur qui a abouti en rajoutant de manière itérative des dispositifs. Voilà. Donc, il y a eu un premier mouvement, je crois en 2015, de fédération des réserves autour de la garde nationale, mais qui, à mon sens, est une réforme pas aboutie, puisqu'aujourd'hui, la garde nationale reste uniquement une approche marketing, j'allais dire, pour essayer de trouver un logo unifié entre tous les types de réserves. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce sujet-là. Et nous allons auditionner bientôt la garde nationale, notamment à ce sujet. Mais vous voyez, parmi les questions que je me pose, je ne comprends toujours pas, à l'instant où on se parle, la différence entre le service civique et la réserve civique, si j'ai bien compris, le je veux aider.gouv.fr. Je vais sur le site internet, en un œil, c'est exactement la même chose. J'ai des missions et je suis un jeune et je peux m'inscrire à une mission. Donc, est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Et je pense que le deuxième point, au-delà de cette besoin de visibilité, c'est quand même d'animer effectivement la communauté des volontaires. Alors, vous avez parlé de stock en parlant de ce qui est pour moi un flux. Le nombre de jeunes qui sont chaque année qui font un service civique, je pense que ça doit devenir un flux. Et votre vrai stock, il n'est pas annuel, il est pluriannuel. C'est le stock de tous les jeunes qui ont fait un service civique, qui ont à un moment donné donné du temps à la collectivité, qui ont passé leur PSC1, qui ont
qui ont cette fierté, qui doivent le mettre dans leur CV presque. Enfin, ça peut être quelque chose qui peut être valorisé. Et je pense vraiment qu'il y a un gros travail pour dire comment effectivement on anime ce stock. Et j'ai bien noté les différentes pistes et je vous remercie d'avoir évoqué les évolutions, les améliorations législatives sur qui déclare la crise, etc. Mais je pense qu'il faut, même dans le cadre d'un dispositif national, envisager à la fois la crise nationale et aussi les interconnexions avec les autorités locales. Et notamment, en tant qu'ancien maire, si j'avais accès aux jeunes qui ont fait le service civique sur ma commune, je pense que je pourrais utilement, sur la base du volontariat, leur proposer des choses, soit en temps normal, soit en temps de crise. Je crois qu'il y a... Et idem pour les jeunes qui ont fait le SNU. Enfin, voilà. Donc comment créer cette lisibilité selon vous et quelles pistes avez-vous pour animer cette communauté des volontaires en lien avec les autres initiatives qui existent? Réponse sur les deux dernières questions. Si tu veux expliquer, revenir sur la différence entre service civique et réserve civique. Pour moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, puisque ce que nous disent les jeunes, c'est finalement beaucoup de possibilités, y compris dans un jeune une solution, et parfois un peu de complexité à comprendre les différences, même si on regarde dans les détails, il y en a, et donc le directeur général reviendra sur je veux aider et sur service civique. Pour moi, une des réponses, et je vous suis tout à fait, sur la visibilité et sur la nécessité d'aller vite quand il y a urgence. Et pour moi, une des réponses, c'est mettre tout le monde autour de la table et faire un rapide bilan et de regarder qui veut participer à ce qui serait une forme, non pas de fusion, mais d'interopérabilité entre les différents dispositifs, ce qui suppose des informaticiens extrêmement calés, parce que, comme je le sous-entendais tout à l'heure, quand les systèmes d'information n'ont pas été conçus en amont pour se parler, les faire se parler ensuite, quelques années après, c'est difficile, mais c'est possible quand on trouve des ingénieurs de haut vol. Et à mon avis, ça pourrait être une piste, de mettre tout le monde autour de la table, de vérifier que chacun partage cet objectif supérieur, que la nation puisse réagir vite et bien en cas d'urgence et se doter des bons outils, parce que effectivement, ça peut manquer un peu de visibilité sur animer la communauté des volontaires en flux et en stock. Et merci pour votre regard nouveau sur les termes, flux et stock. Le stock étant plus celui du long terme. Bon, il y a évidemment des idées de plateforme, et ensuite il faut que localement l'agence du service civique en fait travaille évidemment pas seule à Paris, mais avec des relais territoriaux que je rencontre régulièrement, et ça c'est vraiment très très important que le service civique il ait un ancrage territorial. Et donc, voilà, l'idée, ce serait aussi, c'est ce qu'on va tester d'ailleurs avec la rencontre des jeunes dans le cadre de la PFUE, c'est que par-delà l'animation numérique des jeunes, il y ait territorialement, par région, par département, ça reste à voir, des rencontres régulières. Ce qui reste à trouver, c'est comment les motiver. Si vous voyez les grands réseaux d'alumni, notamment dans les grandes écoles, bon, ils peuvent avoir certains avantages, etc. Ça, c'est bon. Ayant un budget assez contraint, au sens où l'essentiel du budget doit être utilisé pour indemniser les jeunes, il faut qu'on regarde ensuite comment on peut mettre en place certains avantages. Mais ce serait ça les premières réflexions que je voudrais partager avec vous. Et je complète ce que vient de dire la présidente en soulignant, je crois qu'on comprend complètement l'idée aussi de ce creuset d'engagement en quelque sorte de ces personnes qui ont donné un signal fort à la société en s'engageant en service civique. On partage complètement ces visions, mais c'est vrai que ça pose aussi un sujet de pivot, puisque c'est vrai que, comme vous l'entendez, sans doute le service civique a été
conçu sur quand même, qui est un dispositif relativement jeune, il a été conçu sur une démarche plutôt annuelle. C'est vrai que ce sujet, on le prend à bras-le-corps avec la présidente, mais c'est un sujet nouveau. Après, il y a un sujet aussi opérationnel, c'est-à-dire je rebondis sur ce que vous indiquiez, monsieur le député, sur le fait de savoir, par exemple, dans un territoire communal, départemental, qui sont les personnes qui ont, par le passé, parfois 10 ans, 8 ans, 5 ans, effectué une mission de service civique. Ça demanderait un suivi très très concret de mise à jour des adresses, ne serait-ce que des adresses mail par exemple, ou des moyens de contacter ces personnes, très important. Je le souligne, c'est pas un bloquant bien sûr, mais c'est vrai que ça demande une logistique très, très, sans doute très, très riche, voire lourde, mais c'est vrai que en tout cas, c'est l'idée du développement dont parlait la présidente, du développement d'un réseau d'alumni. Sur la différence avec les différences avec la réserve civique. Alors, je ne sais pas si vous parliez de différence de philosophie. Là, à mon avis, c'est vrai qu'il y a une proximité d'intérêt général entre les deux dispositifs. Bien sûr, sur les différences, elles sont quand même assez nombreuses, puisque la réserve civique a été remise sous les projecteurs, malheureusement, en 2020, au moment de la grande crise et du grand confinement. Mais en fait, la réserve civique, déjà, ne s'adresse pas qu'aux jeunes, elle s'adresse à l'ensemble des citoyens. Par exemple, elle n'est pas indemnisée non plus. Donc c'est vraiment, en fait, finalement, c'est une formalisation une formalisation législative d'ailleurs, parce que c'est un régime fixé par la loi, mais du bénévolat. Et puis, elle n'offre pas des garanties, et ça, je pense que la présidente l'a dit, mais c'est vraiment très important, c'est-à-dire que le service civique, c'est aussi une expérience d'engagement dans un parcours, et cette expérience doit avoir une certaine durée. Et c'est vrai que la durée de 8 mois de la vie, je crois, à la fois des jeunes et des organismes, est une durée en quelque sorte transformante, suffisante, mais minimale pour transformer le parcours des jeunes. Il y a également des différenciants dans le service civique qui n'est évidemment pas non seulement il est indemnisé, mais il est plus qu'un bénévolat, y compris sur le volet non financier, puisque il y a ces 2 jours de formation civique et citoyenne qui sont pas neutres, qui sont véritablement un moment de regroupement des jeunes pour échanger et pour avancer sur des sujets de société fixés par un référentiel calé d'ailleurs sur la devise républicaine, le PSC1 qui est ajouté, l'accompagnement par un tuteur avec une relation de bienveillance continue pour des jeunes, comme on le disait, qui ont 21 ans en moyenne, et puis l'accompagnement au projet d'avenir. Donc voilà les différences. Enfin, c'est très très concret. J'enfonce sans doute des portes ouvertes, mais voilà les différences. Il y a quand même des différences assez fondamentales j'aurais envie de dire, de son jeu de mots, d'engagement de la société vis-à-vis des personnes qui s'engagent d'un côté vers le service civique ou vers la réserve civique. Très bien. Alors, juste une remarque et une dernière question sur la réciprocité pour terminer. Sur la remarque sur l'animation du stock, je trouve que les pistes que vous avez sont déjà intéressantes. Je comparais ce stock, enfin ces alumni, aux réserves de niveau 2 pour les réserves militaires. Je ne sais pas si vous savez, il y a 2 types de réserves pour les militaires. Il y a la RO1, donc la réserve opérationnelle de niveau 1, qui sont les volontaires qui s'engagent activement avec une période de 5 à 30 jours, voire plus chaque année. Et vous avez la réserve de niveau 2, ce sont les anciens militaires qui sont soumis à une obligation de disponibilité. Et les armées sont dans le même question que vous, c'est que les anciens militaires doivent pendant 5 ans être disponibles, mais les armées se posent la question sur comment maintenir le lien pour avoir des réserves effectives. Donc elles organisent de temps en temps des exercices, mais les taux de réponse ne sont pas toujours très bons, alors qu'il y a pour le coup là une obligation d'être disponible. Mais parmi les pistes que vous pourriez peut-être creuser, dans le cadre de ce dispositif national, il me semble encore une fois que le lien avec les maires pourrait être intéressant pour créer du lien au niveau local, parce que les maires, ce sont les représentants de l'État dans les territoires. Et vous voyez, simplement un maire, si vous lui indiquiez chaque année quels sont ceux qui ont fait des services civiques sur son territoire, la chose toute bête, c'est que ça lui permettrait de les gratifier d'une certaine manière, éventuellement de les accueillir une fois par mairie. Enfin, j'ai fait le calcul tout bête dans ma tête, qui est une moyenne, mais je me dis,
300 000 services civiques sur 30 000 communes, ça fait 10 par commune et par an. Alors, il y a des très grandes communes, il y a des toutes petites communes, il y a des petites communes rurales, ça se trouve, il n'y en aura que 1 ou 2 dans l'année. Hein, mais simplement, si le maire avait l'information, il pourrait les accueillir une fois par an, comme on accueille les nouveaux majeurs, par exemple, voire même il pourrait les mettre en valeur lors des vœux de la mairie, enfin, en parler dans le bulletin municipal. Ça pourrait être des choses de nature à aussi susciter l'engagement de jeunes qui verra, ouais, ce truc de service civique, c'est bien, on met les jeunes en avant, enfin, en tout cas ceux qui ont fait ça. Et alors, dernière question qui est, on va dire, la plus compliquée pour ma part. Vous avez parlé d'une réciprocité, dans le sens où vous avez dit il y a une soif d'engagement de la part du jeune, mais effectivement, on lui apporte aussi un suivi et puis pas une rémunération, mais une indemnisation, une indemnité, voilà. Je me pose la question de la réciprocité dans l'autre sens, c'est-à-dire aujourd'hui, sans qu'il y ait forcément une volonté d'engagement, l'État indemnise déjà certaines personnes, que ce soit, si je prends par exemple les bourses pour les études, des différentes allocations, RSA, chômage, etc. Et j'ai envie de vous poser la question dans l'autre sens, c'est comment on pourrait amener à l'engagement des personnes qui bénéficient déjà d'une indemnité par ailleurs, dans le sens où un point qui doit être important pour nous, c'est le fait que l'engagement est souvent parfois un peu héréditaire. C'est-à-dire que quand moi je fais les cérémonies des jeunes sapeurs-pompiers, plus d'un sur deux, mon père était pompier. Quand je rencontre les jeunes du SNU, mon père est militaire, mon père est policier, etc. Et la question, c'est à un moment donné, comment on massifie l'engagement, y compris chez des jeunes qui n'ont pas forcément eu cette culture, on va dire, chez eux, parce que la société, elle sera vraiment résiliente si tout le monde, enfin si le plus grand nombre adhère au projet collectif. Et je me dis qu'une des pistes, ça serait de dire, de demander une réciprocité inversée d'une certaine manière. Et donc j'ai envie de vous questionner sur comment on pourrait envisager, par exemple je crois que ça se fait au Royaume-Uni, que des jeunes titulaires de bourse, on les pousse à dire engagez-vous dans le cadre d'une mission et ça vous fait une gratification supplémentaire pour la bourse ou la bourse d'études, ou alors comment on peut, alors ça c'est pour les moins jeunes, mais pour le chômage, le RSA, enfin, est-ce que vous avez des idées d'une certaine manière de réciprocité inversée? Question difficile sur la réciprocité. J'ai dit tout à l'heure que les jeunes se devaient aussi, les jeunes en service civique, ils se devaient aussi de se donner au maximum dans leur mission et respecter un cadre. Donc déjà, peut-être je vais réagir en premier lieu sur votre proposition que de donner systématiquement aux maires l'information des jeunes en service civique qui évoluent sur leur territoire. Il faut qu'on regarde la RGPD, les questions de RGPD qui sont très très contraignantes, mais c'est une piste. Il faut savoir que il arrive très régulièrement que dans une région, dans un département, dans une ville, il y ait ce qu'on appelle les cérémonies républicaines où le préfet, avec l'élu, le maire, parfois aussi d'ailleurs bien sûr les représentants enfin les députés, remettent les attestations de fin de service civique. Ça c'est malheureusement un peu perdu du fait de l'empêchement de se réunir ces 2 dernières années. Mais bon, c'est quelque chose, quand je réunis régulièrement les référents territoriaux, je leur ai vraiment invité à reprendre ces cérémonies républicaines. Et de ce que nous savons, le préfet fait à chaque fois voilà, l'effort, le geste de solliciter les élus locaux et sans doute aussi le ou la maire à regarder effectivement comment on peut systématiser ça. Ensuite, voilà, sur la réciprocité, sur les boursiers, on pourrait dire aussi sur les jeunes qui ont fait des grandes écoles financées par l'État, hein, évidemment aussi. Bon, on sort un peu de notre champ, mais c'est sans doute des choses qui doivent être, voilà, des choses qui doivent être proposées. Et là, peut-être que le service civique peut servir de source d'inspiration, d'abord sur sa connaissance de dizaines de milliers d'organismes, notamment associatifs, hein, qui sont en capacité d'accueillir des jeunes. C'est pourquoi d'ailleurs on veut absolument développer des synergies entre les organismes qui vont accueillir les jeunes SNU en mission d'intérêt général et le service civique. Donc ça, c'est peut-être quelque chose à regarder, hein, l'angle des organismes, notamment associatifs, que nous connaissons. Et puis ensuite,
bon, sans doute aussi proposer des thématiques de missions, des missions types en s'inspirant de ce qui existe déjà, effectivement, dans le service civique, lutte contre l'isolement des personnes âgées, continuité pédagogique, la question du maintien de la biodiversité. Enfin, on est, je crois, que le service civique est extrêmement inspirant pour des missions d'intérêt général. Donc, moi, je vois plutôt notre rôle là pour aller vers cette réciprocité plutôt comme une inspiration, comme pouvant donner des bonnes pratiques. Ce ne sera pas à nous de... On n'aura pas les moyens, évidemment, de l'imposer. Hein. On sort de notre champ de compétences. J'espère avoir répondu. Tu voulais peut-être? J'ai l'impression. Si vous me permettez. Oui, bon, juste pour compléter, c'est vrai que je ne sais pas si ça répond complètement à votre question, mais c'est vrai que ce sur quoi on travaille beaucoup, en fait, alors, c'est vrai que c'est pour l'engagement en service civique qu'on travaille nécessairement, mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur déjà l'adéquation entre les missions et les attentes des jeunes en matière d'engagement. Mais la présidente en a déjà parlé, mais sont plébiscitées les missions sur la transition écologique, sont plébiscitées aussi sur les solidarités intergénérationnelles, sur l'égalité femmes-hommes, etc. Donc je pense qu'il y a déjà ce travail mais qui en fait est un peu transversal, c'est-à-dire que quand on parle d'engagement, on parle aussi de donner l'envie. En quelque sorte, je pense que ça rejoint un peu votre question, le désir de s'engager pour les jeunes, et on arrive des sondages sont faits, on a fait des consultations citoyennes, on voit dans quel domaine les jeunes veulent s'engager, et d'ailleurs parfois, et d'ailleurs c'est ce qu'on a constaté, ça ne correspond pas complètement à la structuration de l'offre d'engagement qu'on peut proposer. Donc ça c'est vraiment un travail, important. Après, il y a sans doute aussi le sujet pardonnez-moi le terme, de l'incentive à s'engager, c'est-à-dire aussi le bénéfice pour tout ce qui tourne autour, en quelque sorte, de l'engagement. Par exemple, en service civique, il y a toujours dans le Code du service national est prévu une stricte équivalence de droits entre ceux dont bénéficient les étudiants, toute une série de droits, et puis les jeunes en service civique. On travaille à ce que cette équivalence soit bien respectée, mais par exemple, c'est vrai qu'on pourrait, enfin, ce sont des choses qu'on peut évoquer simplement, mais on pourrait imaginer un renforcement aussi de l'attractivité de l'engagement, mais là, ça nous dépasse encore une fois, mais par exemple dans les études supérieures, c'est-à-dire, mais là, ça n'engage que moi, dans les études supérieures, c'est ce qu'évoquait la présidente, c'est-à-dire... Travailler sur un bouquet de bénéfices qui donne envie, en fait, et qui motive. Ça peut aussi être les concours administratifs, ça peut être, il y a pas mal de secteurs dans lesquels le fait de s'être engagé pendant une certaine durée pourrait constituer un plus, et même un plus tangible. Tout à l'heure, vous évoquiez que dans le cadre de recrutement professionnel, ça pouvait avoir, ça avait un impact plutôt positif sur les recruteurs. C'est ce que dit la dernière étude IFOP la dernière étude que nous avons menée avec l'étude IFOP. Donc 2/3 des recruteurs qui disent que pour eux c'est un plus lorsqu'ils voient figurer service civique sur un CV. Après, si on doit travailler sur l'incentive, il faut que ce soit encore plus tangible que ça, dans le sens de ce que dit le directeur général. Hein. La petite nuance, c'est que là, on est plutôt sur des missions un peu de long terme, sans risque majeur ou de risque maîtrisable. Si on veut travailler sur ce corps de jeunes, de moins jeunes, hein, si on étend aux boursiers, etc., anciens boursiers, mobilisables en cas de catastrophe naturelle, comme on a pu le voir avec le moustique, c'était à La Réunion, hein. Il faut quand même que ces personnes soient formées, parce que ça ne s'improvise pas. Autant rendre service, remplacer un bénévole ponctuellement sur des choses qui s'apprennent un peu intuitivement, mais dans un monde de plus en plus technologique, ce n'est pas non plus donné. Mais sur des choses évidemment liées à l'urgence humanitaire, climatique, ça suppose de fidéliser, de les former régulièrement, dans le sens de ce que vous disiez sur la réserve 2, hein, maintenir le lien, c'est aussi les former pour qu'ils soient en confiance quand on les mobilise en cas d'urgence. Très bien, je vous prie de nous excuser, c'est très intéressant. En revanche, voilà, on a dépassé l'horaire qu'on s'était fixé, et on a d'autres auditions à la suite de la vôtre qui étaient très enrichissantes. Merci beaucoup.
Merci, Monsieur le Président, Monsieur Merci. le rapporteur. Nous restons à votre disposition.